Bon, aujourd'hui, on va poursuivre le cours de statique avec les lois de Coulomb sur le frottement. Les poursuivre et le finir d'ailleurs, hein. C'est la dernière partie du cours de statique. Alors jusqu'à présent, donc, on avait résolu des problèmes avec des liaisons dites parfaites, hein, c'est-à-dire sans frottement, il n'y avait pas de frottement dans les liaisons. Et maintenant, bien, on va considérer des liaisons qui ne sont pas parfaites avec du frottement. Alors pour illustrer le phénomène de frottement, je prends donc un parallélépipède, 2, posé sur un plan, 1. Voilà. Et puis au cours de l'étude, on fera le bilan des actions mécaniques extérieures à ce parallélépipède. On appliquera, le cas échéant, le principe fondamental de la statique. Alors, quand il est au repos, bon, il n'y a pas ces forces de ce côté-là, si vous voulez. Bon, là, j'enlève ça. Donc, le solide, il est soumis à deux actions extérieures. Donc, l'action de la pesanteur, donc le poids, hein, ici appliqué au point G. Et puis, donc, l'action donc, de 1 sur 2 au niveau du contact de l'appui-plan, ici, dont la résultante est directement opposée au point P. Alors ensuite, on va essayer de mettre en mouvement ce solide. Alors pour ça, on va appliquer un effort, ici, vous voyez F1 là. Alors, bon, le système est considéré plan. Ouais, c'est un parallélépipède, donc le point G est au milieu du parallélépipède. Et le plan de symétrie, hein, vous voyez, il passe par G là. Et on applique ici des forces, vous voyez, dans un point B, qui est lui-même situé dans le plan. Bon, ici, on peut avoir, si vous voulez, des forces localisées. Donc, en fait, ces deux actions mécaniques, là, vous voyez, sont modélisées par des glisseurs, ainsi d'ailleurs que l'action de 1 sur 2, hein, avec, à l'équilibre, les résultantes dont les supports vont se couper en un même point, ici, le point C. Voilà, et c'est le cas du solide soumis à trois actions extérieures modélisées par des glisseurs. Voilà, alors d'abord, un petit effort, tout petit, F1, et on remarque que le solide ne se déplace pas, il reste à l'équilibre. Si la liaison elle est parfaite, vous voyez, entre 1 et 2, dès qu'on appuie ici, là, sachant que la résultante de 1 sur 2 est toujours orthogonale au plat, dans le cas d'une liaison parfaite, eh bien donc le moindre petit effort ici ferait déplacer le solide. Et ici, il ne se déplace pas. Donc ça signifie qu'il y a présence de frottement, donc entre 1 et 2. Il va y avoir on appelle ça des forces de frottement, en fait des efforts tangentiels, là ici, qui vont s'opposer à la force F1 pour maintenir le solide en équilibre. Alors, comme il est à l'équilibre, on peut lui appliquer le principe fondamental de la statique, et notamment le théorème de la résultante. Je vais l'écrire ici. Alors, bon, je vais distinguer trois cas. Donc, premier cas ici. Donc, le solide est à l'équilibre. On peut lui appliquer le PFS, le principe fondamental de la statique, et uniquement le théorème de la résultante. Alors, le théorème de la résultante nous dit que la somme des résultantes égale vecteur nul. Alors, je les écris. Donc, il y a F1 plus le poids plus donc la résultante, alors je l'appelle, ah oui, alors je la note à partir du point ici, là, A1 de contact, on passe le support de la résultante, donc de 1 sur 2 égale vecteur nul. Alors, la traduction graphique est donnée ici. Allez. Là, j'ai une somme vectorielle nulle, hein, de 3 vecteurs. Donc, pour faire une somme vectorielle nulle, vous savez comment on fait graphiquement. Donc, on dessine les vecteurs à l'échelle. Hein. Bon, ici, il n'y a pas d'échelle. Hein, je fais ça à main levée. Donc, l'extrémité du vecteur précédent est confondu, hein, avec le point origine du vecteur suivant. Hein, d'accord? Donc voilà, on enchaîne les vecteurs comme ceci pour former donc une somme vectorielle nulle. Et on remarque donc que la résultante de 1 sur 2 donc, est inclinée d'un angle alpha.
par rapport à la normale au plan, hein, puisque P, là ici, le plan 1 il est horizontal, hein, d'accord. Donc le poids, hein, il est comme ceci, normal au plan. Alors je vais noter donc la résultante A d'un sur 2 est inclinée d'un angle alpha par rapport à la normale au plan. Mais, ah oui, elle s'incline d'un côté bien déterminé, de manière à ce que, vous voyez, la projection, alors quand on projette la résultante sur le plan tangent, on obtient une composante tangentielle, dite tangentielle, que j'ai représentée là, T de 1 sur 2. Et on remarque que cette composante tangentielle est opposée à la tendance au mouvement, hein, puisque quand on appuie ici, vous voyez, avec F1 là, vers la droite, donc la tendance au mouvement, alors attention, c'est de 2 par rapport à 1, hein, c'est vers la droite, d'accord. Et la composante tangentielle, eh bien, elle est dans le sens opposé, hein, de 1 sur 2. Bon voilà, c'est la première remarque que l'on peut faire. Et ensuite, on continue. Deuxième cas, on pousse un peu plus fort, vous voyez, de manière à se situer à la limite de la rupture d'équilibre. Vous voyez, c'est-à-dire que si on pousse un tout petit peu plus fort ensuite, ce sera le troisième cas d'ailleurs, eh bien, il y a mouvement. Donc là, on se situe à ce qu'on appelle l'équilibre strict. Équilibre strict. Alors là, comme on est à l'équilibre encore, eh bien, on peut appliquer le principe fondamental de la statique à 2 en équilibre. Donc j'écris encore le théorème de la résultante. Alors uniquement le théorème de la résultante. Donc il nous dit que la somme des résultantes égale vecteur nul. Alors, comme on a poussé un peu plus fort, qu'on a donc voyez, une figure comme ceci, correspondante à celle-ci, là, mais maintenant comme F2 est supérieur à F1, vous voyez que phi0, il est supérieur à alpha. Et cet angle, alors c'est un angle limite, eh bien il est appelé angle d'adhérence. Phi0, angle d'adhérence. Et pour les calculs, ce qui nous intéressera, ce sera la tangente de cet angle. Qu'on notera petit f indice 0, c'est la tangente de phi0, et ça c'est appelé le facteur d'adhérence, ou coefficient d'adhérence. Facteur d'adhérence. Voilà. Donc maintenant, troisième cas. Donc là, on pousse encore plus fort. Donc F3, si vous voulez, l'intensité de F3 est supérieure à l'intensité de F2. Et là, maintenant, il y a mouvement. D'accord. Donc, comme il y a mouvement, et qu'on part donc d'une situation d'équilibre avec une vitesse nulle à une vitesse non nulle, donc il y a une accélération, évidemment. Hein. Une accélération non nulle. Ce qui fait qu'on n'est plus dans le cas d'un problème de statique, mais dans un problème de dynamique. Et là, bon, alors là, on a un solide en moment de translation rectiligne, et si on applique donc le principe fondamental de la dynamique, donc ça va nous donner la somme donc, des résultantes, ici, égale la masse du solide fois son accélération. Donc on a un problème de dynamique, je ne vais pas aller plus loin, donc problème de dynamique. Alors ça nous donne une somme vectorielle, si vous voulez, qui n'est pas nulle ici dans ce cas. La somme des vecteurs, donc des résultantes, égale ici un vecteur hein, qui est égal à m fois le vecteur accélération. Et on remarque donc que la résultante est toujours inclinée hein, par rapport à la normale au plan évidemment, et là d'un angle phi
Et cet angle phi, il est appelé angle de frottement. Phi, c'est l'angle de frottement. Et pour les calculs, ce qui vous intéressera, à nouveau, c'est la tangente de cet angle, qu'on appellera petit f. Dans les sujets, vous trouverez petit f. Donc c'est la tangente de phi. Et ça, c'est appelé le facteur de frottement. Ou le coefficient de frottement. Sans dimension. Oui. Voilà. Alors, oui, une remarque. On remarque que phi est toujours inférieur à phi 0. Avec, donc, on peut mettre phi inférieur à phi 0. Alors oui, j'ai fait ce petit dessin là pour expliquer, alors attention, hein, c'est vraiment une explication grossière, puisqu'en fait c'est c'est très compliqué, hein, ce qui se passe au contact entre deux solides. D'ailleurs ça fait l'objet d'une science qu'on appelle la tribologie, et on ne va pas faire de tribologie ici. Hein. Rapidement, oui, alors pour expliquer que en fait phi est inférieur à phi 0. Il faut savoir que, alors si on fait un zoom ici au niveau du contact, vous voyez, entre les deux solides, 1 et 2, ben on voit que, en fait, c'est pas lisse, hein, c'est pas un plan parfait. Eh bien, en raison des procédés d'obtention, l'usinage, etc., vous voyez, on a des imperfections. Hein, donc, quand on grossit, on voit donc des aspérités avec des sommets et des creux, hein, d'accord ? Et donc, si vous voulez, quand les solides sont au repos, les aspérités interpénètrent, vous voyez, au niveau des surfaces de contact. Et quand on veut déplacer le solide, vous voyez, eh bien, il faut vaincre ces obstacles. C'est pour ça qu'au début, on a besoin d'une force, on va dire, supérieure à celle dont on a besoin après pour entraîner le mouvement. Donc d'abord, il faut vaincre les obstacles, et une fois qu'ils sont vaincus, bien, on peut obtenir le mouvement, vous voyez, avec une force moindre, ce qui explique cet angle. Si vous voulez, quand on est à vitesse constante, hein, vous voyez, de translation constante, donc on peut se ramener, si vous voulez, à une somme des résultantes égale vecteur nul, hein, puisqu'on n'a plus d'accélération. Et on remarque que l'angle phi, d'ailleurs, qui reste constant au cours du mouvement, quelle que soit la vitesse, vous voyez, est inférieur à phi 0. Et on peut expliquer cela, vous voyez, de cette manière. Voilà. Et on a des obstacles à vaincre, vous voyez, et une fois qu'ils sont vaincus, on a besoin, pour entretenir le mouvement, de moins d'efforts que pour vaincre les obstacles. Voilà, bon. Alors, oui, mais les deux angles sont quand même assez proches, dans la plupart des cas, très proches l'un de l'autre. Et pour les calculs, très souvent, on prend phi 0 égale phi. Et on vous dira dans les énoncés, la liaison est considérée avec frottement. Voilà. Prendre le facteur de frottement égale petit f. Terminé. D'accord? On ne fait pas la distinction. Dans la plupart des cas, hein. Attention, pas toujours, hein. Mais très souvent, donc, hein, pour les calculs, remarque, pour les calculs, on prend très souvent, je précise très souvent, ce qui veut dire que c'est pas toujours, hein, petit f0 égale petit f. Voilà. Alors maintenant, oui, disons deux mots au sujet des valeurs de petit f et petit f0. Alors, elles dépendent de quoi, en fait? Alors, elles dépendent de trois choses principalement. D'abord, de la nature des matériaux en contact. Si c'est par exemple de l'acier avec du bronze, eh bien on aura un petit f inférieur à de l'acier en contact avec un alliage d'aluminium par exemple. Voyez, voilà. Ça dépend aussi de la rugosité. Alors la rugosité, c'est ce qui permet d'évaluer justement les défauts de forme, hein, des surfaces en contact ici.
Alors ça c'est un petit peu compliqué, donc non plus on ne va pas rentrer dans les détails, mais enfin on peut remarquer que plus la rugosité est importante, plus les défauts sont importants, et plus donc le facteur de frottement sera important aussi. Ça s'explique comme je viens de vous l'indiquer ici. C'est aussi principalement fonction de l'état des surfaces en contact. Et il y a deux cas possibles, hein, soit principalement, hein, soit c'est lubrifié ou non, hein, c'est sec. Voilà. Évidemment, quand c'est lubrifié, F est inférieur lorsque ce n'est pas lubrifié. Voilà, alors on peut être tenté de penser, parce que très souvent quand je pose la question aux élèves, ils me disent oui, mais ça dépend ça dépend pas des poids par exemple. Non, en fait ça dépend pas de l'intensité des surfaces en présence, des forces en présence. Non, non. Alors attention, hein, pour ce dont on a besoin, nous dans nos calculs, maintenant si on fait des analyses très fines, bon, on remarque plus on appuie, donc vous voyez, plus on écrase les défauts, etc. Et donc ça peut varier. De toute façon, quand on fait des essais, hein, pour déterminer des facteurs de frottement, on n'obtient jamais d'un essai à l'autre la même valeur du facteur de frottement. Alors bon, c'est un peu approche, mais c'est variable. C'est très compliqué. Bon, enfin bref, donc nous, on dira que ça dépend principalement de trois choses. Donc, de la nature des matériaux en contact, de la rugosité et de l'état des surfaces en contact. Voilà. Ça ne dépend pas donc des intensités, hein, des forces en présence. Ça ne dépend pas non plus de l'étendue des surfaces de contact. Vous voyez qu'on ait un plan ou un contact de type ponctuel, bon, ça ne changera pas, ou linéique. Ça ne dépend pas non plus de la forme, vous voyez, des surfaces en contact. Bon, voilà, hein, tout ce dont on aura besoin pour